Ma reconversion. Votre reconversion. Ta reconversion. Sa reconversion. Tes reconversions. Notre reconversion. Salut à toutes et à tous, je suis Annabelle Walker, journaliste, mais en ce moment en reconversion professionnelle en BTS Gestion et Protection de la Nature à Gardanne, près d'Aix-en-Provence. Donc là, c'était une première prise d'information, de découverte de notre structure de stage. Donc moi, mon stage, il est au Parc naturel régional des Alpilles, à Saint-Rémy-de-Provence. Déjà, c'est un lieu de stage que j'ai choisi spécifiquement parce que c'est le territoire de mon cœur. Les Alpilles, c'est là où je passais tous mes étés dans mon enfance et jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à maintenant, puisque ma grand-mère y avait acheté une maison secondaire en 1968. Donc voilà, on va dire que c'est mon territoire de cœur. Et donc, j'y suis maintenant en stage au sein d'un parc naturel régional qui est né en 2007, qui est donc un syndicat mixte, c'est-à-dire de plusieurs communes qui s'associent avec également le conseil départemental et le conseil régional pour mener des projets ensemble, pour gérer les espaces naturels, mais c'est pas à confondre avec un parc où on mettrait la nature sous cloche. Non, les parcs naturels régionaux font concilier activité humaine et protection de l'environnement, éducation à l'environnement, maintien d'une agriculture durable. Donc c'est très vaste. Et moi, je suis accueillie, je les en remercie, au sein du pôle éducation. Et mon maître de stage, Romain Blanc, m'a proposé de travailler sur la réflexion sur une refonte peut-être de leur offre d'animation nature. C'était du travail de bureau pour recenser toutes les animations de l'année écoulée dans un tableau Excel avec quel type d'animation c'était, sur quel thème, combien de participants, s'il y avait une liste d'attente tellement il y avait de demandes, ou au contraire s'il y avait très peu de monde, à tel point que parfois certaines ont dû être annulées. D'autres ont dû être annulées à cause de la météo ou alors du risque incendie qui du coup fermer l'accès au massif forestier. Voilà. Et ma deuxième et troisième période de stage, elles seront plus marquées par les atlas de la biodiversité communale, ABC. Ce sont des inventaires faunistiques et floristiques qui sont menés aussi en faisant participer la population. C'est des sciences participatives. Pour ensuite faire remonter les données dans des bases de données qui seront ensuite exploitées pour la science, pour déjà la connaissance, et ensuite peut-être en tirer des aménagements de protection. Voilà, donc c'est le système des ABC, le dispositif des ABC qui est national. C'est l'Office français de la biodiversité qui lance un appel à projet chaque année et les communes ou intercommunalités peuvent répondre à cet appel à projet et donc avoir des financements pour mener à bien sur 2 ans ces ABC. Et il se trouve que dans le parc naturel régional des Alpilles, on a 5 communes qui ont lancé leur ABC. On a Oreille, le Paradou, Saint-Étienne-du-Grès, Égalière et Fontvieille. Ouais, franchement, j'ai hâte. On essaie de ne pas tomber dans le canal. Donc, on est le long du canal du Viguera, à Saint-Étienne-du-Grès, en inventaire reptile. Mais il n'y a pas que des reptiles et on va en profiter. Waouh, des superbes chevaux de Camargue, tout blanc. Ah, c'est quoi ça là-bas ? Une grenouille rieuse là-bas sur la berge. Sur la partie blanche, il y a une petite cavité, elle est posée au-dessus de l'eau. Tu la vois ? Quoi ? Une grenouille Rieuse. rieuse. Donc tu vois là où ça fait un amas de terre plus clair, Ouais. au-dessus de l'eau à droite. Ah ouais.
Une grenouille rieuse. Une espèce très commune. Ok, espèce commune. Tu la mets sur naturaliste? Ouais. Cool. Bon, c'est notre outil de travail quand on fait des inventaires. Comme ça, fini les bouts de papier et les stylos. C'est clair. C'est géolocalisé directement. Et maintenant, l'instant formateur. Rencontre avec Samuel Perrichon. Alors, on est avec notre professeur d'aménagement d'espaces naturels, Samuel Perrichon. Salut Samuel. Bonjour. Tu nous enseignes une matière où on va faire des plans de gestion pour gérer des espaces naturels protégés. Déjà, on va commencer par la base. C'est quoi un plan de gestion? Un plan de gestion, c'est un document qui va servir à mettre en place un certain nombre d'actions qui vont viser à maintenir ou améliorer un bon état de conservation pour un certain nombre d'espèces. Et puis, il y a tout un volet aussi de valorisation, de sensibilisation auprès du public. C'est un document essentiel pour aménager un espace et le gérer correctement. Souvent, on doit un petit peu concilier la chèvre et le chou, c'est-à-dire les enjeux écologiques de conservation soit d'espèces ou d'habitat et les enjeux économiques. Alors parfois, il y a des enjeux culturels, mais c'est surtout les enjeux économiques. C'est quasiment mission impossible ou pas? Ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'il y a énormément d'espaces, on va dire, semi-naturels, c'est-à-dire c'est des espaces qui vont présenter une richesse écologique intéressante, une certaine valeur patrimoniale, qui sont utilisés par l'homme pour diverses activités, et notamment pour des activités économiques. Et c'est pour ça que concilier les enjeux environnementaux, écologiques, et puis des impératifs économiques, c'est souvent compliqué. Mais c'est aussi l'objectif du plan de gestion, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est essayer de concilier ce qui paraît sur le papier inconciliable. Même si les activités humaines vont être génératrices d'un certain nombre d'habitats qui peuvent être très intéressants. Par exemple, là, je vois sur Aubagne, il y a une carrière qu'on voit très bien de l'autoroute quand on part d'Aubagne et qu'on va vers Toulon. C'est un milieu qui paraît complètement dévasté par l'activité humaine, puisqu'on creuse dans la colline. Et c'est pourtant un habitat qui sera intéressant pour un certain nombre d'espèces une fois que cette carrière cessera son activité. Des espèces de milieux ouverts, des rapaces qui vont nicher sur les falaises comme le grand-duc, c'est ça? Ça peut être ça, mais il y a aussi tout ce qui va être reptile. Et puis des plantes qui vont être inféodées à des milieux ouverts type garrigue qui peuvent aussi s'installer là. Enfin, c'est des milieux qui sont super intéressants et pourtant, je vous dis, quand on les regarde, on se dit c'est l'archétype de la destruction de la nature, au même titre qu'on pourrait avoir la déforestation. Au niveau national, c'est quelque chose qui va être très très encadré. C'est-à-dire que si on va sur d'autres continents, dans d'autres pays, les activités d'extraction peuvent être particulièrement dommageables pour l'environnement parce qu'il n'y a pas ce cadre réglementaire qui implique une gestion durable de ces domaines et puis l'obligation de les remettre en état ou du moins de faire un suivi sur ces différents milieux. Alors, je citais l'exemple des carrières parce que c'est ce qui peut être le plus spectaculaire quand on voit l'activité que ça peut générer, mais bien sûr aussi l'activité agricole et c'est celle qui va produire le plus grand nombre de paysages intéressants au niveau national. Dès l'instant qu'on essaie de les protéger, de les mettre en valeur, on a des réalités économiques et des réalités sociales aussi qui viennent assez rapidement. Tu nous avais fait étudier un cas avec une tulipe sauvage qui était maintenue en état de bonne conservation grâce justement au labour superficiel. C'était un sujet d'examen des BTS Gestion et Protection de la Nature, des techniciens. La présence d'une espèce, donc la tulipe, sur un domaine qui est travaillé et puis l'abandon de pratiques traditionnelles, ici de labour, qui entraîne un tassement des sols puisque c'est plus travaillé comme par le passé et la disparition d'un certain nombre de stations de ces espèces-là. Donc on voit bien le lien ici entre l'activité agricole entre guillemets traditionnelle et puis l'expression d'une biodiversité qui va être intéressante. Et souvent ce qui se passe, c'est que c'est l'évolution des pratiques agricoles qui vont mettre en péril un certain nombre d'espèces et d'habitats. Et dans le cas du vignoble nantais, on le voyait puisque c'était au-delà du labour, c'était aussi l'usage de pesticides. Et puis un problème aussi de valorisation du produit, c'est-à-dire que au niveau de l'achat, au niveau de la consommation d'alcool, on ne va pas encourager la consommation d'alcool, on a toute une filière qui était en difficulté
et on voit les répercussions après sur une espèce. Donc c'est pour ça que tout est lié, et c'est aussi l'intérêt de l'aménagement, de la gestion des espaces naturels ou des espaces d'une manière générale, c'est que c'est jamais simple, qu'on a un certain nombre de leviers d'action, mais que souvent on est amené à faire des démarches de concertation, c'est-à-dire essayer de rencontrer les acteurs du territoire, essayer de voir ce qui est possible de faire, et puis essayer de concilier ce qui peut être conciliable sur ces espaces-là. Alors, il s'agissait d'un cas de déprise agricole. C'est évidemment un grand sujet depuis quelques décennies, avec énormément de friches agricoles qui naissent au fur et à mesure que les agriculteurs partent à la retraite et ne sont pas remplacés. Et dans les espaces naturels qui sont en tout cas protégés, on cherche à maintenir ces milieux ouverts. On va lutter contre le reboisement de ces espaces-là pour préserver les espèces qui y sont inféodées, des espèces de milieux ouverts, notamment des rapaces qui chassent à la vue. Mais pourquoi on fait ça? Est-ce que ce serait pas tout aussi bien de laisser faire la nature? Il y a un mouvement qui est contre cet interventionnisme de l'humain. Et nous, dans nos études, on nous apprend au contraire à faire cet interventionnisme. Alors c'est vrai que ça peut paraître paradoxal et contre nature de faire ce type d'intervention, puisque la dynamique naturelle va vers une fermeture du milieu, et que les activités humaines ont ouvert ces milieux justement pour permettre l'activité pastorale. C'était essentiellement ça. Et on peut se poser cette question-là, ça c'est vrai. C'est lié à la formation, c'est lié au diplôme, c'est-à-dire qu'un niveau technicien, c'est quelqu'un qui intervient sur le terrain, même si ça évolue progressivement. Laisser faire la nature, ça sous-entend un suivi qui va être d'un niveau peut-être master, ingénieur, un petit peu plus élevé en termes d'études et de diplômes. Donc c'est vrai que sur un diplôme de technicien, on va être beaucoup dans l'interventionnisme. Et aussi, c'est quand on est sur un espace qui est ouvert avec un certain nombre d'espèces emblématiques, des espèces qui sont protégées, le gestionnaire a la responsabilité de les tenir dans un bon état de conservation. Donc si le gestionnaire dit écoutez, on laisse faire la nature, l'état naturel c'était la forêt, on est sur des espèces patrimoniales, tant pis, on laisse faire la forêt, ces espèces-là elles sont amenées à disparaître. Ça c'est l'évidence. Donc il y a aussi cette contrainte qui va s'appliquer pour les gestionnaires. C'est-à-dire qu'il doit maintenir dans un bon état de conservation un certain nombre d'espèces. Et il doit pour cela mobiliser un certain nombre d'actions, soit de réouverture de milieux, soit de favoriser des pratiques entre guillemets ancestrales, c'est-à-dire encourager les agriculteurs, là dans les domaines ouverts, les alpages et compagnie, de faire venir les troupeaux pour bloquer la dynamique naturelle qui va vers la fermeture si on est sur un espace qui peut se refermer. Tous les espaces ouverts ne se referment pas non plus. On se concentre à chaque fois sur des espèces dites patrimoniales, qui ont un statut de protection régionale, nationale ou internationale. Et la nature ordinaire, alors, on la laisse dépérir sans sourciller. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un parti pris. Après, on a un certain nombre d'éléments qui permettent de définir un statut de conservation d'une espèce. On ne peut pas tout protéger, ça c'est l'évidence aussi. La nature ordinaire, c'est vrai que souvent on a tendance à dire, c'est des réserves foncières, c'est une nature qui nous entoure, donc on vit avec, on s'en rend même plus compte de l'intérêt que ça peut avoir, mais elles peuvent aussi abriter un certain nombre d'espèces qui vont être des espèces patrimoniales, des espèces intéressantes. Là, on est dans un parc, on entend tous les oiseaux autour de nous. Pourtant, on est sur un terrain ouvert. Il y a quelques arbres qui ont peu de valeur patrimoniale en soi, et pourtant, on a des espèces qui peuvent être intéressantes. Alors ce qui se passe, c'est que sur la nature ordinaire, disons que c'est plus un travail de sensibilisation qui est fait. Je vois avec Viginature par exemple, toutes les sciences participatives qui sont mises en place depuis déjà quelques années, c'est aussi faire prendre conscience aux gens de la valeur de ces espaces qui sont des espaces ordinaires du quotidien, par une incitation à regarder ce qui nous entoure, regarder les insectes, écouter les oiseaux, essayer de reconnaître les oiseaux. Et je pense que c'est aussi important que quelque chose qui va être une protection stricte d'un espace donné, qui a une valeur bien supérieure, ça c'est vrai, mais combien de fois on va traverser un parc national, combien de fois on parcourt le cœur d'un parc national, c'est relativement rare. La nature ordinaire, on l'a tous les jours en face de nous. C'est quelque chose qu'on finit par oublier, je pense, alors qu'on a une richesse qui est très intéressante. On n'a même pas besoin de sortir. Moi, je vois sur un balcon, il suffit d'avoir quelques plantes, mais c'est incroyable le nombre de pollinisateurs qu'on voit circuler. Mais je dirais que la nature ordinaire, elle s'exprime là aussi. Et tout ce qui est lié à de la sensibilisation sur, par exemple, les protocoles SPIPOL, c'est aussi ça. C'est-à-dire
prendre le temps de regarder ce qui nous entoure. Et je vous dis, il suffit d'avoir quelques fleurs et on a forcément des pollinisateurs qui vont circuler. Quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui nous écoute là et qui se dit j'aimerais bien finalement moi aussi faire ce BTS gestion et protection de la nature en reconversion? Si la personne a envie d'aller vers un BTS GPN, c'est un diplôme qui est vraiment intéressant parce qu'on a du terrain, on a une méthode qui est fournie. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est-à-dire quelque chose qui soit cadré, quelque chose qui soit compréhensible par le grand public. Le conseil que je peux donner, c'est peut-être aussi de bien choisir sa structure de stage, ça c'est essentiel, et que si la structure de stage n'est pas, s'il n'y a pas un projet qui est vraiment mûri en termes d'implication dans les espaces naturels, les espaces ordinaires, je pense que ça risque d'être compliqué. Mais le stage, la structure de stage, c'est quelque chose qui est essentiel, et puis bien sûr tout ce qui va être lié à des activités extra formation, c'est-à-dire si on est actif dans un réseau d'associations pour la protection de la nature, il faut qu'il y ait un vrai engagement parce que c'est des métiers qui sont très très exigeants, il faut être passionné. Le conseil que je peux donner, ce serait ça, c'est-à-dire ne pas venir en dilettance en se disant voilà, c'est regarder un petit peu les oiseaux. Quand je parlais du balcon tout à l'heure, c'est vrai que c'est de la contemplation. Un diplôme de BTS GPN, c'est beaucoup de travail. C'est du travail, c'est un investissement extrascolaire. C'est ça le plus important. C'est-à-dire si on se contente des cours, de son stage, même si on est dans une structure qui est vraiment géniale, ça suffira pas parce que il faut avoir, je pense, une fibre, il faut avoir quelque chose qui fait que on prend plaisir à faire cette formation, à suivre cette formation et que c'est jamais une contrainte. Aller sur le terrain, ça va jamais être une contrainte. Si on va sur le terrain en se disant je préfère être chez moi à regarder la télé ou à me reposer, c'est que voilà, ça peut arriver des fois, mais c'est qu'on n'est peut-être pas fait pour ce métier-là, ou du moins pour cette formation, je pense. Merci beaucoup Samuel. Merci. Et maintenant, l'instant camarade de promo. Rencontre avec Bruno Godin. Et maintenant, je vais vous présenter l'un de mes camarades de classe, Bruno Godet. Bonjour, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je suis Bruno, j'ai 51 ans. Je suis actuellement en reconversion professionnelle et je suis une formation donc BTS Gestion Protection de la Nature. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie jusqu'à présent? Alors moi j'ai travaillé une vingtaine d'années auprès de publics en difficulté sociale puisque je suis éducateur spécialisé. Voilà, j'ai travaillé dans différents domaines auprès de différents publics et j'ai ressenti le besoin et l'envie il y a 4-5 ans de ça, de changer de métier. J'avais le sentiment d'être allé au bout d'un cycle et je voulais changer d'horizon professionnel. Et alors pourquoi changer pour cet horizon-là, la gestion et protection de la nature? C'est une bonne question. C'est vrai que quand on a travaillé, qu'on a exercé le même métier pendant pas mal d'années, c'est sûr que on peut se poser légitimement des questions sur ce que l'on sait faire d'autre. Moi, ce que j'ai préféré questionner, c'était non pas le métier que je souhaiterais exercer, mais plutôt le sens que je voulais donner à ce nouveau cycle. Et donc, je me suis plutôt interrogé sur l'environnement dans lequel je voulais évoluer, auprès de qui, de quoi, dans quel but, tout en conservant mes valeurs et puis en essayant de mobiliser de transposer mes compétences dans un autre domaine. Et c'est vrai que assez rapidement, après cette réflexion-là, la protection de la nature m'est apparue comme une évidence. C'est ce à quoi j'aspirais en fait à ce moment-là de ma vie, quoi. Est-ce que tu as toujours été intéressé par la nature, aller chercher le pourquoi du comment, ou c'est quelque chose qui t'est venu plus tard? Non, j'ai toujours été sensible à la nature et à la biodiversité sans pour autant être engagé au sein d'une association ou sans être ornitho ni naturaliste, mais c'est vrai que j'ai toujours apprécié d'être le plus souvent possible en extérieur et en milieu naturel. Il faut dire que les études en écologie, c'est relativement récent, hein. Nous qui avons certaines années derrière nous, ça n'existait pas à l'époque. Oui, et puis à une certaine période, on tend vers d'autres projets. Moi, c'était la
la relation d'aide aux personnes. J'ai beaucoup aimé ce métier, mais ce cycle aboutit sur un second cycle qui me paraît assez cohérent par rapport à mon parcours en fait. Je trouve qu'on est toujours un peu dans le même esprit quelque part, sauf qu'on dirige les actions vers autre chose, mais je trouve que c'est assez étroitement lié en fait. C'est de l'humanisme en gros, enfin, ça revient toujours à un peu de l'altruisme, vouloir aider soit des personnes, soit l'environnement, mais ce qui revient à aider aussi l'humain qui fait partie de cet environnement. Oui, parce que je trouve que c'est ce qui a du sens aujourd'hui, en tout cas pour moi. Travailler, exercer un métier qui va dans ce sens-là me paraît complètement indispensable. On a besoin de ça aujourd'hui et je trouve que tous ces métiers d'aide à la personne ou de protection de la nature sont essentiels aujourd'hui dans notre société, quoi. Tu parles de cycle, à 51 ans, tu te sens la force de redémarrer un nouveau cycle? C'est pas évident de reprendre des études, mais là encore, vu que c'était assez cohérent, je me suis pas vraiment posé de questions sur le bien fondé de ce projet, si vraiment il me correspondait, parce qu'en soi, j'avais pas de doute là-dessus et toute la formation n'a fait que confirmer que c'était bien le projet que je souhaitais réaliser, mais ça a été difficile effectivement de reprendre des études à 51 ans, de se relancer un petit peu. Moi je voulais faire ce métier aussi pour ne pas être trop sédentaire, être sur de l'acquisition de compétences techniques, je voulais du terrain. On apprend à avoir aussi une identité professionnelle, à avoir des automatismes, à avoir une lecture de l'écologie. Ça sert aussi à ça les cours, on n'est pas là que là pour faire du terrain, quoi. Alors heureusement, il y avait quand même 8 semaines de stage en tout. Et toi, t'as pu dégoter un stage qui était très terrain. Et oui, moi ça a permis de compenser ces petites carences de la formation, puisque la plupart des activités auxquelles j'ai pu participer durant mon stage sont des activités de gestion sur la base du plan de gestion, ce qui fait que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'ai fait mon stage dans une réserve naturelle nationale en Camargue, au Marais du Viguera, au sein de l'équipe du Conservatoire du Littoral. Et donc, les activités de gestion, elles sont de tout ordre en fait, à la fois liées à tout ce qui est gestion hydraulique du site, tout ce qui est lié à la gestion de la végétation, au suivi, aux inventaires des espèces. Et moi, j'avais principalement pour sujet de stage le lapin de Garenne, plus précisément le déclin du lapin de Garenne sur le site des Marais du Viguera. Ce qui est étonnant, on a l'habitude de dire que le lapin, ça pullule. C'est ça, c'est tout le paradoxe de cette espèce commune patrimoniale, c'est qu'elle oscille entre pullulation à certains endroits, elle est même considérée comme nuisible en raison des dégâts qu'elle cause aux cultures, à l'agriculture, et elle est en situation de quasi-extinction dans plein d'endroits en France. Donc c'est tout le paradoxe de cette espèce, avec des causes qui sont multifactorielles. Donc là l'idée c'était de partir du contexte des Marais du Viguera, qui est quand même un contexte particulier, zone humide, et d'essayer à partir de ce contexte de définir des objectifs, et puis de proposer des actions concrètes en vue de développer ou de conserver, ce serait déjà pas mal, les noyaux de population qui sont présents encore sur le site. Donc c'était très intéressant, c'était un stage riche d'enseignement, et à côté de ça je pouvais participer à toutes sortes d'actions avec l'équipe, donc c'était bien. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis en place du coup comme action pour protéger le lapin? Alors c'est pas de la protection du lapin, l'idée c'était de pouvoir connecter des noyaux relictuels de lapins, puisqu'il y a les effectifs sont assez réduits, mais ils sont situés au sein de noyaux. Et c'est certainement de l'isolement des noyaux en fait dont souffrait principalement le lapin, et aussi de la fermeture du milieu à certains endroits. Donc les opérations que j'ai préconisées étaient de reconnecter en fait, de faire de sortes de corridors pour que les noyaux se reconnectent, les populations puissent éventuellement se développer. Donc ça va de l'ouverture du milieu par débroussaillage partiel complémentaire au pâturage extensif. Ça va de l'installation de points de passage, des passerelles entre deux sites favorables mais qui sont séparés par un obstacle naturel qui est une roubine justement. Juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une roubine, c'est un petit canal. Un petit canal, et il y en a beaucoup en fait. Et les Marais du Viguera sont constitués de canaux, de roubines, de martelières. On a vraiment un réseau hydraulique, ils ont un réseau hydraulique qui est très complexe, que les gardes justement, gestionnaires du Conservatoire du Littoral, maîtrisent plutôt bien. Donc c'est intéressant aussi de participer à ça. Donc voilà, des passerelles, et puis la préconisation aussi de garennes artificielles, hors réserve, qui pourrait augmenter les zones de gagnage du lapin, c'est-à-dire les zones où il va pouvoir aller s'alimenter mais aussi avoir des relations sociales, tout en maintenant des zones refuges et des zones d'abri.
puisque le lapin a besoin de ça. Il lui faut des milieux alvéolés où il peut à la fois se nourrir sur des pelouses rases, des plaines, et puis aussi des ronciers, des buissons, des talus, dans lesquels il peut se protéger des prédateurs. Et puis aussi des sols meubles où il peut creuser ses terriers. Donc voilà, il y a des secteurs favorables sur les marais du Viguera, c'est ce qu'on a identifié pour pouvoir ensuite faire des préconisations. Alors l'idée aussi de préserver le lapin, c'est aussi parce qu'il joue un rôle dans un écosystème, et il sert notamment de proie aux rapaces, j'imagine. Oui, alors il a une fonction d'espèce proie. Pour, entre autres, si je parle des rapaces, effectivement, pour l'aigle de Bonelli ou le hibou grand-duc. Donc ça a un impact, effectivement, la diminution des populations, puisque ces rapaces sont amenés à se rabattre sur d'autres proies, qui peuvent être des hérons, des sternes, des poussins de sternes, etc. Donc ça peut avoir un impact. Maintenant, c'est un petit peu, j'ai envie de dire que c'est un peu la nature aussi et le jeu. Là, l'idée étant de juste identifier les enjeux. Donc effectivement, dans les enjeux, il y a la fonction d'espèce proie, mais il y a aussi la fonction, le lapin participe en fait à la conservation de milieux naturels et d'habitats naturels et de paysages qui ont un intérêt patrimonial ou communautaire, puisqu'il participe à l'ouverture du milieu en fait. En mangeant de la végétation, il empêche que le milieu se referme, c'est-à-dire qu'il se reboise. C'est ça, d'autant plus que dans ce type de réserve, certains paysages ont vraiment un intérêt patrimonial. Bon, alors ça c'était ta phase lapin, maintenant la phase Bruno, projection après le BTS, tu la vois comment ? Je la vois comment ? Je la vois, je vais chercher du travail en fait, je pense comme beaucoup d'entre nous. Alors chercher et essayer de trouver du travail dans la gestion, puisque c'est vraiment ce qui me plaît. C'est un des métiers auxquels prépare le BTS GPN, c'est le métier de technicien des espaces naturels. Donc à voir après quelles seront les opportunités pour moi à l'issue de cette formation. Très bien. Est-ce que tu as, pour donner des idées à nos auditeurs, un ouvrage, livre, film, documentaire, podcast, que sais-je, que tu pourrais recommander, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a peut-être mis sur la voie de la protection de l'environnement, ou ça peut être une rencontre de quelqu'un, je ne sais pas. Non, il n'y a pas d'ouvrage qui a fait référence ou de rencontre déterminante. Une démarche de réflexion personnelle en fait. J'ai pris un peu de hauteur sur ce que je voulais, sur ce à quoi j'aspirais, ce qui fait que j'ai pu rencontrer des gardes gestionnaires, j'ai pu comprendre comment ils travaillaient, j'ai pu mesurer les enjeux de la gestion d'un espace naturel protégé. Et puis de là, je me suis dit, non, c'est vraiment intéressant, on va continuer un peu à avancer. Là, j'ai fait du bénévolat pendant plusieurs mois dans cette même réserve où là, du coup, j'ai appris plein de choses. Et puis en fait, progressivement, c'est venu confirmer ce que je pensais. Ça a été 2-3 ans de cheminement et de confirmation, de validation d'un choix personnel et professionnel en fait. C'est très 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 stimulant. Je trouve que c'est un sujet qui nous anime tellement. Non, ça redonne beaucoup d'énergie en fait. Et puis encore plus aujourd'hui avec les enjeux que l'on connaît, ça a beaucoup de sens en fait. Merci beaucoup Bruno. De rien Annabelle. Tous mes vœux de réussite du coup pour la suite. Le diplôme, oui, j'espère aussi l'obtenir et puis quoi qu'il en soit, essayer de travailler dans ce domaine-là. Et depuis, qu'est-il devenu ? Aujourd'hui, Bruno est technicien espace naturel et paysage au sein du conseil départemental du Vaucluse. Et maintenant, l'instant professionnel. Rencontre avec Jérémy Lenné. On est à l'ancienne poudrerie royale de Saint-Chamas, dans les Bouches-du-Rhône, autour de l'étang de Berre, avec Jérémy Lenné. Bonjour Jérémy. Bonjour Annabelle. Alors où est-ce qu'on se situe là ? On est un peu en souterrain, c'est quoi ? C'est ça, en fait on s'est mis à l'abri. On est parti se cacher dans les souterrains de la poudrerie. Pour expliquer vite fait, la poudrerie royale c'est un site où pendant 300 ans on a fabriqué des explosifs. Donc au départ de la poudre noire, puis après d'autres joyeusetés. Donc tout ça, ça s'est fait à la demande de Louis XIV. Et donc c'est un site qui s'est arrêté de fonctionner en 1974. Et à partir de ce moment-là, le parc a été abandonné pendant une vingtaine d'années. La nature, grâce aux canaux qui permettaient aux moulins de fonctionner, a amené un contexte particulier pour l'installation de la flore, puis de la faune. Et donc 20 ans comme ça, laissé en libre évolution, ça donnait un endroit magnifique.
Et cet endroit, il a été depuis acheté par le Conservatoire du Littoral pour le mettre en protection. Et aujourd'hui, c'est le syndicat intercommunal de l'ancienne poudrerie qui le gère, dont je fais partie. Et donc, pendant l'activité de la poudrerie, il y a eu des galeries souterraines qui ont été creusées pour protéger les poudriers quand il y avait des risques d'explosion ou la guerre, pendant les Premières et Secondes Guerres mondiales. Donc là, on se trouve dans un de ces souterrains. Et alors, on a une roche pleine de strates un peu poudreuses. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une roche calcaire sédimentaire. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais en fait, ça veut dire tout simplement calcaire, que c'est en partie d'origine marine. Et sédimentaire, ce sont des couches qui se sont déposées successivement. Et en fait, pour reprendre un peu l'histoire de cette roche, alors c'est du safre, une appellation provençale. C'est une roche qui s'est composée il y a 25 millions d'années. En fait, il y avait un océan qui s'appelait Tétis. Et tous les organismes qui vivent puis meurent finissent par se déposer au fond et ça forme des couches après couche, après couche, après couche. Donc ça se sédimente et ça forme cette roche particulière qu'on le voit dans les souterrains de la poudrerie, mais également dans le parc parce qu'on a une belle falaise avec cette roche-là. Donc là, on a un avion qui nous est passé dessus parce qu'il y a l'aéroport de Marseille-Marignane juste à côté. Donc ça vous dérange pas un petit peu la faune ? Alors je pense que ça dérange plus la faune humaine que le reste de la faune. En fait, on est un lieu très riche avec une grande biodiversité et la faune s'en porte pas si mal, bizarrement. Et d'ailleurs, nous, on est déjà assez loin de Marignane, enfin une quinzaine de kilomètres. Mais tout proche, il y a les Salins du Lion, donc vraiment quasiment au pied de l'aéroport. Il y a des grandes colonies d'oiseaux et en ce moment, on a des cigognes qui sont installées là-bas. Et vous aussi, vous avez des cigognes ? On les a une bonne partie de l'année. Elles viennent chez nous pour la reproduction. Ça a été une très bonne année. Cette année, on a eu 24 couples nicheurs. Alors, comme il y a eu des intempéries beaucoup au printemps, ça a baissé le succès reproductif. Donc, on était sur une moyenne de 2 œufs qui ont donné des petits par couple. Donc, ça fait à peu près une centaine d'individus, un petit peu moins pour cette année. Donc, c'est très bien. C'est pas commun dans la région, non ? Alors, ça tend à le devenir de plus en plus. En fait, les cigognes sont arrivées il y a 20-25 années à peu près dans la partie méditerranéenne. Et puis elles remontent donc de l'ouest vers l'est. Donc ça colonise de petit à petit les terrains. Alors ça va faire plaisir à tout le monde, parce que quand on a des cigognes qui vous volent au-dessus de la tête dans un village du sud de la France, c'est un vrai plaisir. Et puis de toute façon, il y a largement de la place pour en accueillir encore beaucoup plus en France. On a beaucoup de zones humides, on a fait des gros aménagements aussi pour les améliorer. Donc les cigognes qui étaient quasiment éteintes en France dans les années 70, il y avait une petite dizaine, 11 couples je crois. Et là, aux dernières estimations, il y en a à peu près 7000 en France. Mais il y a encore la capacité d'accueillir énormément de ces oiseaux. Donc on est content de les avoir. Et la poudrerie se visite, est ouverte au public ? Alors, la poudrerie se visite, elle est ouverte au public. Elle peut même accueillir des groupes dans le cadre de visites guidées ou des écoles. Par contre, il faut toujours regarder sur notre site internet poudrerie-royal.com parce qu'on est un site protégé avec des horaires d'ouverture particuliers. On va dire en gros, c'est souvent le mercredi et un dimanche sur 2. Parfois les vacances, c'est tous les jours, mais il faut toujours vérifier les horaires et puis éventuellement se renseigner en nous appelant si besoin. Et qui c'est qui fait les visites ? Tu en fais toi aussi ? Alors moi, je suis en partie guide nature et j'ai un collègue, Patrick Marchadier, qui lui est guide histoire. Et de temps en temps, les collègues viennent suppléer quand il y a besoin. Et voilà, donc on accueille des groupes, en général, 20-25 personnes. Quand c'est des groupes plus grands, on se met les 2 guides ensemble. Et quand c'est vraiment plus grand, après, on fractionne. Alors, ce n'est pas l'unique aspect de ton job ici. Quelle est ta fonction exacte ? Alors, le titre de mon emploi, c'est animateur des espaces naturels. Alors, ça englobe beaucoup de choses au final. En gros, il faut déjà connaître un maximum toute la biodiversité. Alors, ça veut dire les espèces, faune, flore et les milieux. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis dans ce parc-là. Il y a encore plein de choses que j'apprends, que je découvre. Et puis, comme je travaille au contact de chercheurs scientifiques, ça me permet également d'augmenter mes connaissances régulièrement. Donc, ça veut dire créer de la donnée. Parce que pour savoir comment on gère un espace, il faut bien le connaître dans son ensemble. C'est faire donc régulièrement des inventaires, des suivis d'espèces. Donc, par exemple, hier, j'ai travaillé sur les lichens avec une autre personne. On a des inventaires sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les chauves-souris, sur tout ce qu'on a. Un peu de botanique également. Et une fois qu'on a toute cette connaissance-là, on peut commencer à agir. Et donc là, c'est un autre volet de mon travail. Donc je fais ce qu'on appelle du génie écologique. Donc, c'est-à-dire des chantiers qui permettent d'augmenter le fonctionnement des écosystèmes. Alors, si nécessaire uniquement. On ne va pas se mettre à couper des arbres ou faire des aménagements s'il n'y a pas une réelle plus-value.
Mais ça fait une grosse partie de mon travail également. Et le dernier aspect, c'est la sensibilisation à la nature. Donc comme je vous ai dit, je fais les visites guidées, mais je fais un gros travail aussi avec les scolaires, notamment de Saint-Chamas et Miramas. Et alors c'est un volet qui me plaît vraiment beaucoup parce que c'est important. Alors il y a quelques jours, je discutais avec une professeure de Saint-Chamas et elle me disait, on a une phrase qui revient souvent, c'est quelle planète va-t-on laisser à nos enfants? Et elle voulait mettre une petite variante, c'est quels enfants allons-nous laisser à notre planète? Et en fait, c'est vrai que je l'avais pas pris dans le sens là, mais cette phrase, elle est aussi vraie que l'autre. En fait, c'est important aujourd'hui que toutes les générations actuelles et suivantes puissent vraiment comprendre le monde dans lequel elles vivent, parce que compte tenu de l'impact qu'on peut avoir sur le vivant, il faut quand même le connaître. On ne peut pas faire ça et agir bêtement et détruire notre planète sans s'en rendre compte. Voilà. Donc c'est un volet qu'on fait déjà beaucoup et qu'on essaye encore d'augmenter. Tu as une fonction très polyvalente. Tu dirais que ton boulot se passe principalement en extérieur ou tu fais aussi du travail de bureau? Alors c'est, on va dire, saisonnier. Alors déjà, moi je suis quelqu'un qui a besoin d'être beaucoup sur le terrain. Donc c'est vrai qu'entre le printemps et le début de l'hiver, j'ai beaucoup de mal à m'enfermer au bureau. Et c'est plutôt une partie que je réserve pour l'hiver. Donc ça veut dire que je vais faire beaucoup de terrain, beaucoup de données, beaucoup de choses comme ça pendant toute la belle saison. Et puis je remets tout sous forme numérique pour l'hiver. Je fais des montages de vidéos sur les images qu'on a fait pendant toute l'année. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller les voir sur notre chaîne YouTube, le Parc de la Poudrerie Royale. On a mis en ligne quelques belles images, notamment de rapaces et les premières semaines de vie d'une cigogne. En fait, sur le parc, on a une caméra qui retransmet en direct les images de nos cigognes au nid. Et on a compilé toutes des images de la naissance de 2 petits jusqu'à l'envol. Et donc ça dure 5 minutes, c'est une vidéo magnifique. Et voilà, si vous aimez les belles images, je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Ton travail, il a l'air idyllique vu comme ça? Alors rien n'est parfait, mais je vais juste garder le côté idyllique pour expliquer aux gens. Voilà. Après, les mauvais côtés, ça, je le garde pour moi. Alors, il faut aussi dire que tu as pas mal galéré. Tu as toi aussi fait un BTS Gestion et Protection de la Nature en reconversion et pendant longtemps, tu n'as pas trouvé de travail. Alors longtemps, oui, tout est relatif, mais oui, effectivement, ça a mis 2 années. J'ai passé mon BTS en 2022. Avant ça, j'ai été pendant une vingtaine d'années jardinier paysagiste, donc j'avais quand même déjà un bon contact avec le vivant. C'est un métier que j'avais fait donc au début parce que j'aimais bien la flore et la nature. Puis petit à petit, je me suis passionné en considérant les jardins comme des écosystèmes, donc en incluant tous les organismes. Et donc c'est ce petit chemin qui s'est mis en place progressivement jusqu'à me dire je vais passer sur la gestion protection de la nature, donc le BTS. Et là, j'arrivais vraiment sur la nature dans son ensemble, des écosystèmes beaucoup plus variés. Donc ça, c'était intéressant. À la sortie de ce BTS, j'ai travaillé 4 mois avec le Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence, qui était ma structure de stage à la base, donc dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité communale, où je faisais des inventaires botaniques et puis du traitement de données. Et alors, j'avais gardé quand même quelques clients tant que j'étais jardinier paysagiste, donc ça me permettait, entre le muséum et les jardins, de quand même réussir à me nourrir. Mais ça a mis 2 ans avant de trouver un emploi. Est-ce que tu l'expliques? Tu me disais peut-être que c'est parce que les offres d'emploi ne recrutent pas à Bac+2 pour la plupart? Alors, c'est vrai que le souci que j'ai rencontré, alors moi je l'ai fait en reconversion pour adultes. Donc forcément, j'avais plus du tout l'âge de faire les services civiques. Et les services civiques, c'est très bien pour les jeunes parce que ça leur permet d'avoir une première expérience. Et c'est ce qu'ont besoin également les gens qui sortent de ce BTS. Sauf que nous, on n'est plus éligibles. Donc on rentre en concurrence avec ces services civiques qui sont intéressants pour les structures parce que c'est quand même beaucoup moins cher. Et du coup, ça devient très compliqué à partir d'un Bac+2. Moi, j'avais quand même la chance d'avoir eu toute cette expérience avant. Donc ça a été un plus. Mais sinon, pour les gens qui s'engagent dans cette filière, je recommande, si possible, de faire une année minimum supplémentaire après le BTS. Donc une licence pro. Voilà, une licence pro, et, ou essayer de faire beaucoup de terrain, faire du travail avec les associations pour augmenter les lignes sur le CV. C'est vraiment très important. En fait, il faut savoir que les métiers de la nature, ça attire beaucoup de monde, ça a vraiment le vent en poupe pour les gens qui veulent se lancer dans une carrière. Mais ce ne sont pas des métiers qui génèrent une grosse économie, compte tenu des restrictions budgétaires qu'on a au niveau national et locaux. On voit qu'on tape un peu dans la culture ou dans la protection du vivant. Donc ça a le vent en poupe chez les gens, mais pas chez les infrastructures. Donc c'est assez compliqué. Mais après, quand on se lance dans ces études de BTS GPN, à la fin de ces études,
on vit GPN. C'est quelque chose qu'on est vraiment entièrement, on pense comme ça le matin, le midi, le soir. On est vraiment passionné. Si on s'accroche, on finira bien tôt ou tard par y arriver. Tu regrettes pas ? Absolument pas. Absolument pas. Non, je prends un plaisir extraordinaire à faire ce métier-là tous les jours. C'est épuisant, je fais beaucoup d'heures. Je rentre des fois cassé en deux parce que les journées sont assez éprouvantes. Mais j'ai toujours le sourire aux lèvres, donc ça c'est bien. Merci Jérémy. Je t'en prie, Annabelle. Ma reconversion est portée par l'association Graines Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec le soutien de la DRAF, du CFPPA d'Aix-Valabre, de l'Adréal, de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et de la région Sud. Un immense merci à eux. Et surtout à vous, si vous aussi, vous voulez soutenir les acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable, faites un don aux Graines Provence-Alpes-Côte d'Azur sur Hello Asso. Il sera déductible à 66% des impôts. Plus d'infos dans la bio et sur grainespaca.org. À très vite pour la suite de cette aventure.